Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être rendu disponible lors de ce nouveau live WeSeed. Est-ce que, avant de commencer, vous pourrez me dire si vous nous entendez bien dans la bulle des commentaires? Je vois qu'on a des personnes qui sont connectées. Donc, si vous pouvez nous confirmer que le son fonctionne bien. Oui, parfait, merci. Je vois le message, oui. Merci en tout cas à tous pour votre disponibilité. Donc pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude des lives, je vais un petit peu vous expliquer le déroulé. Donc on va commencer tout d'abord par une présentation pitch de la société. Et puis par la suite, on passera aux questions-réponses. Donc à cet objet-là, vous avez des bulles questions-réponses. Donc n'hésitez surtout pas, même pendant la présentation, de poster vos questions. On sera ravis de vous répondre. Je veux aussi remercier donc l'équipe de Maloric pour votre disponibilité de jouer le jeu, mais aussi également de vous avoir ouvert les portes à vous, WeSeeder, pour vous accueillir aujourd'hui même au sein de leurs locaux. Donc, je tenais aussi à les remercier. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole, l'équipe de Maloric, pour vous présenter la société, et on pourra passer donc aux questions-réponses. Merci Juan Pablo. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être aujourd'hui parmi vous et que vous soyez là sur le live pour vous parler un peu de Maloric et puis répondre à vos questions. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller vous présenter Maloric et puis vous expliquer un peu plus en détail ce qu'on fait, quelle est notre stratégie et nos prochaines étapes de développement. Pour me présenter, moi je suis Fabrice Jolivet, je suis le président et le fondateur de Maloric. C'est une société que j'ai créée en janvier 2019. Et notre ambition chez Maloric, c'est d'aller révolutionner le transport maritime et la façon de naviguer en proposant une solution d'hybridation des navires qui va être capable de réduire la consommation en utilisant des voiles de kitesurf, donc sur différents types de bateaux. Alors, tout d'abord, pour vous parler un peu du contexte, comment on a évolué chez Maloric, il faut savoir que le transport maritime, il a un rôle important dans tout ce qui est émissions de CO2 au niveau mondial. Ça représente environ 3% des émissions mondiales. Et pour couper et pour réduire ces émissions, on a l'Organisation maritime internationale qui a décidé de mettre et d'imposer une nouvelle réglementation de réduire de 50% ces émissions d'ici à 2050. Et donc Maloric, on vient se positionner sur ce secteur pour aller s'appuyer sur cette dynamique et être un acteur de cette transition. On est appuyé aussi par des incitations à l'innovation. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de financements publics qui émergent ces dernières années, notamment en France avec le plan France Mer 2030 qui met une enveloppe de 300 millions d'euros pour tout ce qui est décarbonation du secteur maritime. Mais c'est pas la seule initiative. On a aussi de nombreuses initiatives au niveau européen et puis régionaux. Et en parallèle de ça, on a une augmentation de la réglementation pour une transparence accrue des émissions de gaz à effet de serre de toutes les entreprises. Donc d'ici à 2027, toutes les entreprises de plus de 50 salariés devront fournir des comptes et émettre les quantités de gaz à effet de serre qui vont être émis chaque année sur l'entreprise en elle-même, mais aussi sur tous les produits qui développent sur l'intégralité de leur cycle de vie. Donc ça, c'est encore un contexte qui est favorable à notre développement. Et aujourd'hui, on est heureux de vous présenter notre premier produit qui s'appelle le Breeze Rider, qui est un système qui est capable de générer 2 tonnes de traction avec des voiles de kitesurf de 16 à 28 mètres carrés. Donc c'est un système qui va être capable de piloter ces voiles avec 3 enrouleurs, des enrouleurs qui vont être capables de commander les lignes de commande droite-gauche et un enrouleur central qui est capable de récupérer l'intégralité des efforts pour tracter jusqu'à 2 tonnes. On a 2 types de contrôle. On a du contrôle en vol manuel pour un aspect un peu plus ludique, mais on est capable aussi d'aller activer un autopilote pour aller contrôler cette voile de manière dynamique. Tout l'avantage de l'utilisation d'une voile de kite par rapport à une voile classique, c'est le fait qu'on va mettre en mouvement cette voile. Le fait de la mettre en mouvement, elle va avoir un vent apparent beaucoup plus important, et donc on va être capable de générer des forces considérables comparé à des voiles de la même superficie. Faut savoir qu'une voile de 10 mètres carrés peut générer 1 tonne de traction. Et donc après, on fait un produit en proie. Une voile de 50 mètres carrés peut générer
5 tonnes de traction. Et donc, sur vraiment des espaces réduits, des petites voiles, on peut développer des forces considérables. Et tout l'intérêt de ce produit, c'est d'avoir quelque chose de compact. Donc aujourd'hui, on s'installe sur une platine en quelques minutes. Donc c'est un système qui vient se clipser sur une platine. Et donc, on a un faible encombrement. Aujourd'hui, c'est un système qui fait 60 cm de large par 60 cm de long et 40 cm de haut. Donc aujourd'hui, ce système, il s'installe sur des bateaux de 7 à 20 mètres de long. Et on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. Donc en gros, on a fait notre démonstrateur. C'est un peu un démonstrateur de la technologie. Ça nous permet de développer des produits à plus petite échelle pour s'assurer que la technologie fonctionne avant de monter en échelle. On est un peu les seuls sur le marché à utiliser cette approche. Donc aujourd'hui, on a développé cette première gamme, le Breeze Rider, qui est utilisé par un de nos clients, puis on a un démonstrateur à La Rochelle. On est en train de travailler sur le prochain produit, sur la même base, mais avec une mise à l'échelle. Donc l'objectif, c'est d'aller réduire les risques technologiques, réduire les coûts enfin, le financement nécessaire en dérisquant de manière progressive la montée à l'échelle. Donc là, on travaille actuellement sur le brise-hauleur qui va s'adresser plutôt au secteur du yachting, de la pêche, donc filayeur, chalutier, et puis tout ce qui est navire d'opération. C'est un système qui va générer 7 à 8 tonnes de traction. Et derrière, en 2026, donc aujourd'hui on donne 2024, l'année prochaine on met sur le marché le brise-hauleur. L'année suivante, c'est pareil, on va refaire une mise à l'échelle pour pouvoir attaquer les navires de passagers plus les navires polyvalents. Et d'ici à 2028, on aura une gamme complète de solutions pour être capable de couvrir l'intégralité des tailles de bateaux de 7 à plus de 90 mètres avec des voiles de plus de 200 mètres carrés avec le Stormhauler. Quand on regarde la concurrence, on est sur un marché qui n'est pas du tout exploité par la concurrence. Aujourd'hui, on a des acteurs comme Beyond the Sea qui s'attaquent sur des navires tout de suite un peu plus gros. Nous, on a réussi à développer une technologie compacte qui nous permet d'aller toucher un marché beaucoup plus petit et qui nous permet aussi de monter progressivement en maturité vers des navires de plus en plus gros. Il faut savoir aussi que notre système, il est complémentaire des autres solutions que développe la concurrence, sans parler Air6 et Beyond the Sea qui développent aussi des solutions par de kite. Mais si on parle de Aero, Wizamo, Grancel ou Sephir et Boré, c'est plutôt des voiles rigides qui vont avoir des profils de performance un peu différents de la traction par kite. La traction par kite marche très bien au portant, marche bien de travers, mais c'est pas, enfin, tout est complémentaire avec des voiles rigides. On peut aller combiner les deux pour pouvoir aller améliorer les performances de traction par voile. Aujourd'hui, on est sur un marché nouveau, mais on voit qu'on a un intérêt qui grandit jour après jour. On a sur notre produit, sur notre produit actuel, on a déjà effectué une première vente auprès de Cargokai, donc c'est un client allemand qui développe des mini porte-containers sur foil tractés par vol de kite. Donc eux, ils sont spécialisés dans la conception de la coque et des foils. Et aujourd'hui, ils sont sur une échelle 1/8 qui colle parfaitement à la taille de notre produit. Et on est en train de les accompagner pour la montée en maturité aussi de leurs produits avec une mise à l'échelle plus grande de leur navire. Et donc, on les supporte dans leur développement. On est fournisseur de la solution de kite et eux se focalisent sur le développement de leur coque et de leur foil. En parallèle de ça, on est en train de faire une intégration d'un système sur un filayeur de Saint-Jean-de-Luz qui nous montre que le secteur de la pêche est intéressé par cette solution. Il faut savoir que c'est des gros consommateurs en carburant. Un bateau de pêche de plus de 15 mètres, ça va consommer entre 10 000 et 100 000 euros de fuel par mois, ce qui est colossal. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'artisans pêcheurs qui arrêtent l'activité parce que les coûts du carburant sont trop élevés et donc ils commencent à s'orienter vers des solutions de décarbonation et de réduction des coûts. On a aussi Armen Initiative avec qui on est en train de monter un dossier pour fabriquer un bateau 100% recyclable qui serait totalement tracté par voile de kite, donc voile de kite en propulsion principale et puis moteur en propulsion secondaire. Donc ça nous montre qu'il y a un intérêt. On a encore un effort à faire sur la partie commerciale. C'est un produit nouveau, c'est un marché nouveau et donc aujourd'hui, une partie des financements qu'on cherche avec WeSeed va servir à aller embaucher un commercial qui va être capable de faire la prospection pour aller mettre en avant nos produits et principalement essayer de rentrer au catalogue de fabricants de bateaux pour pouvoir directement proposer cette solution en option d'achat. En parallèle de ça, sur notre prochain produit, on a déjà sécurisé des acteurs stratégiques.
Donc, si je vous parle de Telmelt Holding, c'est un propriétaire d'un yacht de 50 mètres de long qui nous suit maintenant depuis plus d'un an et demi, avec lequel on a déjà effectué des études d'intégration qui ont été positives de son côté. Donc, il suit de poursuivre les développements et donc tester notre système sur ce yacht de 50 mètres. Il faut savoir que c'est un acteur majeur du transport commercial. Il détient aussi 300 navires de transport commercial. Et l'objectif, c'est vraiment de faire un démonstrateur sur ce yacht. Et si les résultats sont convaincants, son objectif, lui, c'est d'aller étendre le système sur l'intégralité de sa flotte de navires commerciaux. Et en parallèle de ça, on a aussi GIFMAR Offshore Service qui a une flotte d'une vingtaine de navires qui est principalement focalisée sur tout ce qui est support opérationnel sur plateforme offshore, tout ce qui est éolien en mer. Donc, c'est des navires qui font des grandes traversées, qui sont aussi des gros consommateurs en carburant. Et notamment, on a fait un partenariat pour l'installation de systèmes sur 3 de leurs bateaux à Biarritz, donc des bateaux de 33 mètres de long, comme on peut voir sur cette image. Donc, on voit que sur la partie professionnelle, sur des plus gros navires et sur la prochaine gamme, on a aussi de l'intérêt. On n'a pas une grosse force commerciale aujourd'hui, donc ça me ramène au point d'avant. L'objectif, c'est d'aller chercher un commercial pour aller développer et puis aller sécuriser la clientèle sur les prochains produits, et donc pour continuer au développement et arriver rapidement à l'équilibre. On reviendra un peu après sur les chiffres. Si je vous parle un peu du prix du système, aujourd'hui, en production unitaire sur notre Breeze Rider, donc notre produit actuellement commercialisé, on arrive à une marge brute de 50% et une marge nette de 20 à 30% si on ajoute tout ce qui est personnel et transport avec installation. Donc, c'est des chiffres qu'on va pouvoir largement améliorer parce qu'aujourd'hui, on est sur de la production unitaire. Notre objectif aussi de cette levée, c'est de lancer un batch de production d'une dizaine d'unités pour pouvoir réduire les coûts de fabrication et donc augmenter notre marge nette. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un produit va nous coûter entre 7 000 et 8 000 euros. Et en faisant une production un peu plus conséquente, on va être capable de descendre ses prix vers 5 000 6 000 euros, ce qui est non négligeable sur la marge totale produit, sur un produit qu'on vend entre 20 et 25 000 euros avec les options. Sur le produit suivant, on va plutôt être aux alentours de 60 à 70 000 euros, ce qui est totalement en adéquation avec la volonté de la clientèle. On est quelque chose qui est vraiment en lien avec un retour sur investissement qui est inférieur à 2 ans. Sur le système Breeze Rider, si on fait une projection sur un failure de 16 mètres qui va consommer 7 700 litres de gasoil tous les mois, on va permettre de faire une réduction des émissions de CO2 de l'ordre de 50 tonnes par an et donc avoir un retour sur investissement en moins de 20 mois. Quand on regarde notre canal de distribution, aujourd'hui, on a deux stratégies. On fait du porte-à-porte avec du B2C, où là, on vient discuter directement avec le propriétaire de bateau, on fait une analyse d'intégration sur leur bateau, et derrière, on lance en production, on fait une installation, et ensuite, on passe une journée en mer avec eux pour pouvoir leur fournir toute l'assistance et tout le handover pour faire une prise en main du système. C'est quelque chose d'assez intuitif, c'est quelque chose qu'on a déjà fait essayer à des personnes qui n'ont jamais fait de kite, qui ne sont pas habituées de la navigation. On a un pilotage du système qui est vraiment intuitif, on l'a rendu ultra accessible avec simplement en pilotage manuel quelques manettes à aller actionner. Et donc, il y a très peu de paramétrage à faire sur notre système. On vient juste piloter la voile droite-gauche et on augmente ou pas sa puissance en touchant un joystick. Ou si on n'est pas trop à l'aise avec le pilotage manuel, on active l'autopilote. Donc ça c'est le premier canal, c'est de l'approche directe. Et ensuite, on est en train de travailler aujourd'hui sur tout ce qui est B2B, passer directement avec des distributeurs nautiques, des comités des pêches et les armateurs et fabricants de bateaux. Donc là, par exemple, on discute avec des fabricants de bateaux français pour rentrer à leur catalogue. C'est un processus d'acquisition qui est assez long. Et vraiment, notre objectif à terme, c'est de rentrer au catalogue et plus avoir à fournir cet effort commercial avec une forte équipe commerciale, plutôt s'appuyer sur des fabricants existants qui ont déjà un carnet de commandes rempli. Par exemple, si on prend une entreprise comme Beneteau, Jeannot, ils livrent 3 bateaux par jour. Donc, ça peut être des gros leviers pour nous, pour notre développement. Quand on regarde un peu le marché,
La plaisance en France, c'est 35 000 bateaux de plus de 8 mètres de long. La pêche en Europe, c'est 7 500 navires de plus de 15 mètres de long. C'est moins de 3% du marché mondial. Il y a un fort potentiel de croissance au niveau international. Et après, la marine marchande, c'est environ 60 000 navires dans le monde de plus de 90 mètres de long. Quand on regarde nos chiffres, on est en 2024. L'année dernière, on a, avec la vente de notre système et puis quelques prestations d'intégration et d'analyse d'intégration, on a fait un chiffre d'affaires de 43 000 euros, qui est assez faible. On a fait des projections de vente assez réalistes. On est très sécuritaire sur les ventes. L'objectif de cette année, c'est de produire 4 unités et livrer 4 unités. Et ensuite, chaque année, intégrer un nouveau produit sur le marché pour ensuite monter en progression, en cadence de manière progressive, tout en ayant des projections qui sont réalistes. Et l'objectif vraiment, c'est d'aller améliorer ce résultat de 4,3 millions en 2028 en étant plus agressif avec une équipe toujours de commercial pour aller vendre notre produit et le mettre plus rapidement sur le marché. Tous ces développements, ils se font pas tout seuls. Alors, juste pour parler un peu de l'équipe, aujourd'hui, moi, je suis le fondateur de Maloric. J'ai 8 ans d'expérience dans le domaine de l'aéronautique. J'ai travaillé notamment chez Airbus pendant quelques années à Toulouse, et puis ensuite chez Bombardier au Canada pendant 3 ans, et puis ensuite en Europe. J'ai travaillé un peu sur toutes les phases de développement d'un avion, que ce soit du bureau d'études, de l'avant-projet, des essais en laboratoire, de la validation en essai en vol, et ensuite support à la clientèle, et puis tout ce qui est suivi des fournisseurs à risque sur la zone Europe. Donc j'ai une vision globale de comment on développe un produit complexe jusqu'à la mise sur le marché, tout en essayant de limiter les coûts et en maintenant des plannings. Et en parallèle de ça, on a une équipe bordelaise. Alors, il nous manque quelqu'un sur la photo, c'est Jérôme, qui est aussi cofondateur, qui apporte toute la partie vision stratégique et gestion de projet. Lui, c'est un senior manager de chez Accenture, qui est dédié à fond sur le projet depuis le début d'année, mais il est investi depuis la création de Maloric en 2019. Et en parallèle de ça, on a Maxime sur tout ce qui est spécialité conception mécanique, industrialisation. On a aussi Léo sur tout ce qui est mécanique et qui travaille actuellement dédié sur la partie, sur le nouveau produit, le Breeze Hauler. Et à côté de ça, on a Loïc sur toute la partie software, automatisme et puis intelligence artificielle. Il faut savoir que on est déjà financé par WeSeed. On est rentré sur le WeClub Économie Bleue il y a un an et demi. Et donc, on est aussi suivi grandement de manière trimestrielle par WeSeed et qui nous apporte aussi son expertise et sa vision sur la meilleure façon d'opérer et d'avancer sur notre stratégie. Donc voilà un peu pour vous mettre en lumière l'équipe. On est une toute petite équipe, ce qui nous permet aujourd'hui de faire quasiment 95% de développement en interne. On sous-traite très peu de choses. On est très complémentaires. Et du coup, ça nous permet de réduire nos dépenses et nos coûts de développement tout en gardant toute notre propriété intellectuelle en interne. Alors aujourd'hui, on a fait une levée de fonds via WeSeed. C'est pour plusieurs choses. Donc on cherche une enveloppe globale de 500 000 euros. Il faut savoir qu'on est grandement aidé par la région Aquitaine depuis la création de Maloric. On sait qu'on va être supporté suite à cette levée avec une enveloppe de plus de 200 000 euros encore par la région Aquitaine. L'objectif ici, c'est de faire une levée de 200 à 300 000 euros via WeSeed, qu'on va pouvoir aller doubler avec du crédit BPI et crédit bancaire, ce qui nous permettrait de monter à cette enveloppe de 500 000 euros et ensuite rajouter un complément de la région Aquitaine de l'ordre de 200 000 euros en subvention. Ces fonds vont servir à plusieurs choses. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, la partie commerciale. Vraiment, là, on a un produit sur le marché. L'objectif maintenant, c'est de le vendre et d'accélérer ses ventes. Donc, mettre en place une équipe dédiée à l'aspect commercial et puis consolider l'équipe technique pour le développement du prochain produit avec la mise à l'échelle de la structure mécanique, toute la partie automatisation du système de décollage. Aujourd'hui, on a automatisé à 80% le décollage de notre système actuel. Il y a encore des petites réflexions à faire sur la mise à l'échelle, donc on a besoin de ressources supplémentaires.
et tout ce qui est amélioration de la partie autopilote du système, et puis bien sûr l'amener à maturité jusqu'à la partie industrialisation. Donc voilà en gros à quoi sert cette levée et puis nos stratégies au sein de Mallory. Donc j'espère que j'ai répondu, en tout cas, enfin que je vous ai mis en lumière sur où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait et où est-ce qu'on s'en va. Donc maintenant je suis prêt à répondre à vos questions. Parfait, merci beaucoup Fabrice. Donc juste pour rappel, pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, vous avez une bulle questions-réponses. N'hésitez surtout pas à poster vos questions si vous en avez. On sera ravis de pouvoir répondre. Donc moi j'ai quelques questions. Euh, est-ce que, est-ce que tu pourrais détailler un petit peu les défis en termes de décarbonation de cette activité, de l'activité de l'industrie maritime. Pourquoi est-ce que voilà, on passe pas par d'autres types de solutions, de l'hydrogène, voilà, on a beaucoup entendu parler de ce type de solutions. Quels sont les défis et pourquoi on ne passe pas par d'autres types de solutions qui pourraient répondre à ce même marché? Alors pourquoi pas d'autres types de solutions? Aujourd'hui, bah, l'hydrogène, il y a beaucoup d'acteurs qui se lancent là-dedans, mais l'hydrogène, c'est quelque chose qui est très coûteux à produire et puis toutes les infrastructures ne sont pas là pour aller équiper et puis alimenter des moteurs à hydrogène. Donc il y a effectivement des initiatives là-dedans, mais ça va pas voir le jour tout de suite. Il y a un peu des initiatives un peu dans tous les domaines. Il y a aucune mauvaise solution. Je pense qu'il y a des acteurs qui viennent se lancer dans la décarbonation et dans le secteur de décarbonation avec différents leviers qui sont plus ou moins efficaces et plus ou moins sûrs. Chacun a son lot de contraintes et d'avantages. Pour notre part, on va dire que notre avantage, c'est la partie compacte. On est capable d'aller s'installer sur des bateaux sans grosses modifications et sans repenser intégralement la structure du bateau. Sur des voiles rigides, c'est un peu différent. On va perdre de la place le pont et donc on peut importer moins de containers. Il y a il y a des avantages, des inconvénients. Aujourd'hui, moi, je suis spécialisé en aéronautique. Je me suis lancé dans le kitesurf et c'est en me lançant dans le kitesurf que je me suis rendu compte qu'on allait pouvoir transposer les technologies aéronautiques pour les contrôler des voiles de kitesurf. Et donc, il m'a semblé naturel d'aller me diriger dans ce sens-là. Mais d'autres solutions existent. Elles sont plus ou moins difficiles à mettre en place. Ça émerge. Et puis, dans tous les cas, on reste complémentaires. Donc, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller combler ce manque et puis c'est cette besoin de transition avec des solutions diverses. Ouais, ok, très clair. Je pense qu'effectivement, on peut voir ces initiatives qui sont euh, peut-être un petit peu complémentaires, voire participent à la dynamique de ce marché. Euh, donc merci pour cette réponse. J'ai une question peut-être qui prolonge un petit peu sur cette problématique et contexte de l'industrie. Comment vous anticipez les évolutions réglementaires, environnementales, justement liées voilà, au secteur que vous visez dans le marché maritime? Est-ce que vous anticipez voilà, une accélération ou plutôt, voilà, plutôt un ralentissement de cette volonté, on va dire, politique, réglementaire? On le voit ces dernières années, on est plutôt sur une pente ascendante. Quand on a monté l'entreprise en 2019, il y avait très peu d'aide dans la décarbonation du maritime. On le voit depuis 2-3 ans, des initiatives de plus en plus élevées, avec des montants de plus en plus élevés sur tout ce qui est décarbonation. Que ce soit initialement, c'était beaucoup des grosses enveloppes au niveau européen. On voit qu'elles se répercutent maintenant au niveau France et au niveau région. Et donc, on va plutôt dans la bonne direction avec une volonté qui est accrue sur tout ce qui est décarbonation du secteur maritime, qui aujourd'hui avait été épargné avec quand même une industrie très polluante, qui utilise des fuels très peu écologiques, on va dire, très peu raffinés. Et donc, il semble normal que cette industrie aussi soit réglementée, tout comme les voitures, les avions et tout moyen de transport. Parfait, merci beaucoup pour cette réponse.
J'ai une autre question, peut-être maintenant plus sur la partie technique du produit, de la solution. La première qui me semble assez naturelle, voilà, et intéressante à découvrir aussi parce que ça démontre un petit peu votre démarche. Quels ont été les principaux obstacles techniques que vous avez rencontrés et comment vous avez surmonté ces obstacles? Alors, on a eu beaucoup d'obstacles techniques. On ne pensait pas avoir autant de difficultés à mettre un produit sur le marché. C'est quelque chose d'assez complexe. Plus complexe que ce qu'on pensait. Aujourd'hui, comme on vous dit, une voile de 10 mètres carrés, ça peut générer une tonne de traction. On n'espérait pas de telle force à la base. Donc, on a eu des premiers systèmes qui étaient sous-dimensionnés, où on a cassé beaucoup de choses. On a fait beaucoup d'apprentissage par les tests pour aller collecter des données, monter en maturité sur les efforts d'une voile, quelles sont les contraintes dans nos systèmes. Et aujourd'hui, on arrive à reproduire et puis à aller anticiper tous nos développements, simplement avec de la mise à l'échelle, avec tout ce qu'on a capitalisé depuis 2019. Donc le premier enjeu, ça a été vraiment gérer tout ce qui est contrainte d'effort pour avoir des systèmes qui sont mécaniquement dimensionnés et puis qui sont capables d'aller maintenir les forces de traction monumentales que peuvent générer des voiles de kitesurf. L'autre partie maintenant qui nécessite plus d'efforts, c'est la partie atterrissage, décollage automatique. Donc aujourd'hui, on a quelque chose de quasiment 100% automatisé. Aujourd'hui, ce système, il peut être modulaire en rajoutant un quatrième boîtier pour aller gérer cette ligne. Donc on n'a aucun redesign à faire, simplement on produit un boîtier supplémentaire qu'on vient connecter électroniquement à notre boîtier latéral qui nous permet d'aller gérer une ligne supplémentaire. Donc c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. On a validé la méthodologie de décollage et d'atterrissage de manière semi-automatique. La prochaine étape, c'est d'aller ajouter ce boîtier pour la gérer de manière 100% automatique et ensuite l'étendre sur nos prochaines gammes à échelle plus grande. Et après, une autre contrainte, un autre défi, c'est d'aller améliorer les performances de la voile. Tout ça avec de l'autopilote et puis de l'intelligence artificielle. Donc notamment Loïc travaille sur ce volet pour collecter toutes les données, chaque sortie en mer, pour pouvoir constituer une base de données qui est capable de nous faire monter en maturité nos modèles de pilotage et de positionnement de la voile dans la meilleure fenêtre de vent pour maximiser les efforts de traction. Donc c'est les trois gros volets, mécanique, décollage, atterrissage et puis pilotage de la voile. D'accord, très, très clair. Merci. Et donc, naturellement, une question que se posent certains investisseurs, c'est pourquoi une propulsion par kite plutôt qu'une proportion classique de voile traditionnelle qu'on peut voir déjà dans d'autres types de solutions. Bah, l'objectif de la traction par kite, initialement, c'est d'aller hybrider des bateaux à moteur. Donc, c'est de fournir un système autonome en appuyant simplement sur un bouton qui est capable d'aller décoller la voile et puis proposer une solution de traction alternative pour faire face à l'augmentation des prix du carburant. Donc, on a certains voileux qui sont intéressés par le système. Leur objectif, carrément, c'est d'enlever les mâts et de passer totalement à la traction par kite. C'est une navigation totalement différente qui permet d'avoir une meilleure performance dans certains cas de figure au portant et vents de travers. Et c'est deux choses complètement différentes, mais l'objectif initial du système, c'est d'aller décarboner tout ce qui est bateau à moteur et après tout ce qui est apporter une nouvelle manière de traction sur du voilier, c'est un peu anecdotique, mais vraiment c'est plutôt axé bateau à moteur. Donc installer une voile sur un bateau à moteur, ça devient très compliqué. L'avantage d'une voile de kitesurf aussi, c'est qu'on a l'effort de traction qui est très proche du tirant d'eau. Et donc, on ne vient pas générer de gîte sur le bateau, donc on ne se retrouve pas avec un bateau qui est incliné, donc on garde une stabilité, et ce qui est aussi un avantage qui est non négligeable lors de la navigation pour tout ce qui est confort de navigation. Ok, c'est très précis. Merci. Et en termes de sécurité, j'avais vu quelques investisseurs qui posaient la question effectivement sur la sécurité de navigation. Est-ce qu'il y a des formations à passer? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a
un cadre pour la personne qui décide d'installer ce système. Comment ça sera géré, toute cette partie-là? Bah, tout ce qui est sécuritaire, il n'y a pas de réel risque sur notre système. On a une étape, enfin, en gros, on a une méthodologie de lancement de la voile. En fait, c'est la partie lancement et atterrissage qui peut faire peur. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a résolu en installant un petit mât sur lequel on vient installer notre voile. Une fois que la voile est accrochée, bah, personne s'occupe de tenir la voile. On la gonfle, on raccorde les lignes et ensuite on vient dérouler de la ligne pour la faire monter en altitude. Donc, une fois que la voile est dans les airs, il n'y a pas de danger particulier pour l'utilisateur. C'est une voile qui se trouve loin du bateau, qui va naviguer entre 50 et 150 mètres du bateau. Donc, on peut dérouler jusqu'à 150 mètres de ligne pour aller capter des vents plus forts en altitude. Et vraiment, s'il y a des problèmes avec la voile, bah, il y a toujours la voile qui peut aller à l'eau. Il n'y a aucun problème de redécoller une voile à boudin depuis l'eau. Donc, simplement, on vient tirer sur la ligne de droite ou la ligne de gauche, elle se remet sur son oreille et puis on la redécolle. Si on commence à avoir du gros vent et qu'on a une voile en fonctionnement, bah, en fait, il y a plusieurs modes de pilotage. On est capable si elle est en vol dynamique où elle va générer de la force, on est capable de la mettre au zénith pour qu'elle génère moins de force. Et vraiment, si on a un souci, qu'on se fait emporter par la voile, il y a toujours la possibilité d'aller couper les lignes du système. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose enfin, on n'est jamais arrivé dans ce cas-là. C'est vraiment la dernière urgence en cas de problème. Ok, Après, en termes de formation, il n'y a pas de réelle formation. Je pense qu'il faut simplement qu'on passe une journée avec l'équipage pour faire une sortie avec eux, les accompagner sur comment on décolle une voile, comment on utilise le système et comment on pilote. Et après, bon, ben, une fois que c'est bien maîtrisé, on laisse personne dans la nature dans tous les cas. On est toujours là en support. Et s'il y a besoin de plus, on répondra toujours présent. parfait. Merci, merci. Je profite aussi pour rappeler aux participants du live de poster vos questions. Merci aux participants. J'ai une autre question concernant plus la partie stratégie commerciale, développement. Euh, comment vous envisagez d'entrer à ce marché? Vous l'avez bien expliqué pendant le pitch, mais voilà, est-ce que c'est par le biais de partenariats stratégiques avec des armateurs, des constructeurs, ou plutôt des distributeurs? Comment vous allez attaquer ce marché? Quelle est la stratégie de développement, de croissance? Non, la stratégie, c'est vraiment rentrer au catalogue des armateurs. Il faut savoir que si on rentre sur le catalogue d'un fabricant de bateau, c'est le fabricant de bateau qui va renforcer son pont et donc qui va être capable de fournir une coque de navire qui est directement adaptable à notre système. Aujourd'hui, nous, sur notre catamaran de démonstration, on a ajouté un peu de renfort sur notre pont en rajoutant une plaque de fixation pour pouvoir renforcer le pont à ce niveau-là. Donc sur du particulier, ça nous nécessite en interne de faire une étude additionnelle pour pouvoir effectuer un peu de calcul de résistance mécanique, savoir si la structure va tenir et donc adapter tout ça. Donc idéalement, c'est la première approche qu'on fait en lancement produit, mais à terme, c'est vraiment rentrer au catalogue des fabricants et des différents distributeurs pour pouvoir s'affranchir de ces efforts commerciaux et passer directement par les canaux qui sont bien développés des fabricants. Très clair, merci. Et donc justement, sur les principaux objectifs de croissance de l'équipe, ça sera concentré surtout sur cette partie équipe commerciale. Est-ce que vous avez déjà identifié quelques profils ou vous avez déjà en tête un petit peu la typologie de collaborateurs que vous recherchez? Oui, on a déjà deux profils fortement intéressés par le poste. On attend de voir comment se poursuit cette campagne pour aller de l'avant, mais on a déjà identifié des ressources. On continue à faire nos recherches quand même en parallèle, mais avec un gros background sur la partie commerciale et de produits techniques. Et en parallèle de ça, bon, c'est pas que le commercial, on a une petite équipe aussi à monter sur la partie technique pour notamment
travailler dédié, enfin, directement sur la partie modélisation du mât et décollage automatique sur le prochain produit, en plus de la mise à l'échelle du système actuel, et puis la partie industrialisation produit. Et donc aussi embaucher un technicien d'assemblage pour pouvoir assembler les différents produits. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, on ne souhaite pas utiliser ces fonds pour acheter de la machine-outil et donc produire nos pièces en interne. C'est quelque chose de très coûteux. On travaille avec des fournisseurs locaux le plus possible pour pouvoir produire nos pièces. On les reçoit ensuite dans notre atelier et ensuite, en quelques jours, on assemble le système. Donc, on a une personne qui va être dédiée à l'assemblage système pour ensuite les livrer. Très bien, très, très clair. Et justement, sur le prolongement de cette discussion sur le développement commercial et les marchés visés, euh, une question qui peut se poser, c'est comment vous allez prioriser les segments de marché pour le lancement de vos produits, et puis aussi par la suite, si l'un se développe plus que l'autre, comment vous allez faire l'arbitrage entre voilà, la plaisance ou la petite pêche? Aujourd'hui, l'arbitrage, il est assez simple parce qu'on décide de mettre sur le marché les produits de manière crescendo. Donc, chaque année environ, mettre un nouveau produit sur le marché. Donc, on va avoir un commercial qui va travailler à fond pour développer les partenariats sur le produit actuel. Une fois que le nouveau produit va arriver sur le marché, ben, il va continuer ses efforts sur ce nouveau marché. Et ensuite, l'objectif, c'est d'embaucher un deuxième commercial pour pouvoir accentuer la démarche sur les différents produits. Très bien. Je vais passer maintenant aux questions plus sur la roadmap, la feuille de route, sur les prochaines étapes. Quelles sont les prochaines étapes en termes de tests en conditions réelles, etc. Ou est-ce qu'il y a encore des jalons techniques à valider sur les prochains mois? Euh, et sinon, est-ce qu'il y a encore des développements à prévoir dans le futur pour améliorer voilà, une version 2, version 3 du produit? Bah, nous, de notre côté, dès que les conditions météorologiques sont favorables, on monte à La Rochelle où il y a notre démonstrateur et on essaie d'aller faire de la collecte de données parce que chaque sortie en mer, c'est des données supplémentaires qu'on va pouvoir analyser et faire rentrer dans nos modèles d'intelligence artificielle, notamment pour l'optimisation des performances du système. Donc vraiment, chaque sortie, c'est un plus de notre côté. On vient améliorer nos modèles de simulation et notre base de données de collecte de données pour pouvoir améliorer ces performances. Donc principalement, tous les tests et les développements qu'on fait, c'est sur l'optimisation du contrôle de la voile et des performances de la voile. Et après, comme je disais, on a automatisé 80% du décollage et de l'atterrissage du système. Donc là, c'est produire un boîtier supplémentaire pour aller 100% l'automatiser à 100% pour le décollage de la voile et l'atterrissage avec une ligne supplémentaire. Donc principalement, c'est ces deux gros volets. Et une fois que ça sera totalement maîtrisé sur ce produit à petite échelle, on le transférera sur le produit à plus grande échelle pour éviter d'avoir à faire des développements plus coûteux sans qu'on ait forcément de réelles certitudes sur les designs à adopter. Très très clair, merci beaucoup. Euh, Par ailleurs, donc si je passe encore sur cette partie développement, feuille de route dans les prochaines années, euh, est-ce qu'il y a des marchés internationaux que vous ciblez en priorité pour le déploiement de votre solution? Alors principalement aujourd'hui, on se focalise sur la France, hein, c'est le marché prioritaire, on va faire local. Mais après, on va commencer à s'attaquer aux pays frontaliers, notamment l'Italie, l'Angleterre, en fait les pays, enfin l'Espagne qui ont une grosse flotte de navires. Et puis derrière ça, en fonction des opportunités, on va commencer à aller à l'international. On sait qu'on a un gros marché aux États-Unis. L'Asie, c'est pas forcément notre cœur de cible pour l'instant parce que les enjeux environnementaux, c'est pas tellement dans leur ADN aujourd'hui. Mais en tout cas, en Europe, déjà, il y a un potentiel marché colossal. Et puis après, au niveau Amérique du Nord, l'objectif, c'est d'aller sonder ce marché-là.
Parfait, très, très clair. Hem et donc je voulais passer maintenant aux questions plus sur la levée de fonds, sur la partie finance. Mhm. Hem, Aujourd'hui, donc Mallory cherche à lever 500 000 € sur le site, WeSeed, en cours de levée. Est-ce qu'il y a d'autres pistes de financement, peut-être pour les investisseurs qui sont intéressés par ce type de données? Je sais que souvent ils sont assez sensibles, sur ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Voilà, ça peut être des subventions, une combinaison de subventions avec des business angels, un soutien de la région, est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut évoquer, sur le tour de table, actuel? Oui, bien sûr. Donc, nous, notre objectif avec WeSeed, donc c'est une levée entre 200 et 300 000 euros. On avait un montant en tête de 500 000 euros pour poursuivre de manière sereine nos développements. Il faut savoir qu'avec, si on lève 200 000 avec WeSeed, on va être capable d'aller obtenir 200 000 euros de la BPI et du crédit bancaire. Donc crédit bancaire soutenu par la BPI. Et derrière ça, on sera aussi supporté par la région Aquitaine. On a déjà un accord de principe sur une enveloppe de 230 000 euros pour nous supporter sur le produit, le développement du prochain produit. La région Aquitaine nous a toujours supporté depuis la création de la société. Depuis 2019, on a obtenu une subvention record en 2019. On a été encore aidé en 2022. Et là, ils répondent encore présents sur la suite de nos développements, mais tout est conditionné à cette levée de fonds licite. Donc, on compte sur vous pour nous aider à continuer l'aventure. Si vous croyez au projet et si notre solution vous évoque quelque chose, en tout cas, c'est le moment. Donc, la levée WeSeed pour nous est majeure. On a un autre investisseur, notamment notre client propriétaire du yacht de 50 mètres qui est en train d'analyser notre dossier pour éventuellement aussi rentrer au capital de la société. Donc, ça peut être aussi un plus dans cette levée de fonds, mais encore toujours rien d'incertain. Donc, on avance comme ça et puis on compte en tout cas sur cette levée WeSeed pour poursuivre l'aventure. Excellent, parfait, merci beaucoup pour ces éléments-là. Donc encore une fois, aux Wikidars qui sont connectés, n'hésitez pas à poster vos questions. On arrive à la fin de ce live. Moi, j'ai une dernière question concernant la levée de fonds. Hem, est-ce que voilà, est-ce que cette levée de fonds, elle vous amène jusqu'à quand? Est-ce qu'il y aura besoin de faire une prochaine levée de fonds, par la suite pour accélérer davantage? Et quelles sont, on va dire la roadmap, financière de levée de fonds, sur les besoins, à futur? Alors aujourd'hui, si on suit notre plan de nos ventes et nos projections de vente, on serait à l'équilibre dès 2025. Donc en fait, avec juste cette levée de fonds, on est capable de tenir et puis commencer à être rentable à partir de 2025. Donc il n'y aurait pas de nécessité supplémentaire de faire une nouvelle levée de fonds autre que peut-être passer par un fonds d'investissement qui va vouloir, avec lesquels on veut aller accélérer et puis dynamiser encore la progression marché. Mais sur notre schéma de progression, comme présenté ici sur la présentation, pas de nouvelle levée de fonds. Et puis, notre objectif à terme, c'est de se faire quand même racheter par par un fabricant de bateaux ou par un opérateur du côté du transport maritime. Donc, il y a plusieurs possibilité d'exit sur cette partie investissement. Donc là, on se laisse un peu de temps pour dynamiser les ventes, pour commencer à rentrer dans le marché et puis ensuite se faire approcher par les acteurs du secteur pour un potentiel rachat ou un rachat par un fonds d'investissement. Rachat Très des bien. actions par un fonds d'investissement. Ouais, très bien, très, très clair. Je pense que c'est un argument intéressant à mettre en valeur effectivement, nous, d'expérience chez WeSeed, on a des startups effectivement qui font des levées successives et donc ça provoque, naturellement une dilution pour les investisseurs. Le fait de rentrer une valorisation assez attractive au jour d'aujourd'hui avec, la possibilité, de sortir sans se faire diluer est un argument, sans doute, intéressant et fort, pour l'opération en cours. Merci pour ces éléments-là.
Donc de notre côté, on a fait à peu près le tour de toutes les questions des investisseurs. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je pense qu'on pourra mettre fin à ce live. Dans tous les cas, merci à tous les investisseurs qui sont connectés. Merci aussi à tous les investisseurs qui vont regarder ce live en replay. Donc pour les personnes qui regarderont ça en replay, n'hésitez pas donc à aller sur le site et sur la page dédiée aux commentaires pour poster vos questions si vous en avez. On sera ravis d'y répondre avec Fabrice et avec toute l'équipe de Maloric. Mais également, n'hésitez pas à consulter l'espace news qui permet aussi de suivre un petit peu les actualités de la société. Donc encore une fois, merci à tous les investisseurs. Merci aussi à l'équipe Maloric pour avoir participé à ce live, mais également de vous avoir ouvert les portes pour échanger en direct avec vous, Wissider. Je vous laisse avec le mot de la fin, Fabrice, et on pourra mettre fin à ce live. Oui, je vais reprendre un peu les paroles de Juan Pablo, hein. On vous remercie en tout cas à ceux qui nous connaissent déjà, qui ont déjà investi sur Maloric et puis Citerne via le WICID Économie Bleue. Et puis on serait très heureux de vous revoir encore nombreux sur ce nouveau tour de financement. En tout cas, merci de nous faire confiance. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions et si on n'a pas été très clair sur certains points, on est capable de répondre à tout ça, soit directement via le questionnaire en ligne, soit je pense que vous êtes capable d'avoir nos coordonnées via WICID. Et encore merci WICID pour l'organisation et pour la confiance que vous accordez en Mallory. Parfait, merci à tous. Bonne soirée. Merci, au revoir.